to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 26e épisode de Cold Facts, un épisode un petit peu spécial puisque on a décidé de parler forcément de la Coupe de Suisse avec cette magnifique victoire d'Ajoie 7-3 contre Davos. Et puis on va se poser la question en fait de où peuvent aller les principaux artisans de ce succès que sont évidemment le duo Hazen-De Vos et l'entraîneur Gary Sheehan. Est-ce qu'ils peuvent aller en National League ? National League, justement, après, on en parle avec les 4 clubs romans, dans l'ordre Fribourg, Genève, Lausanne et Bienne. Et puis, on termine par faire un petit tour du mercato, si on peut dire, savoir quels sont les agents libres qui restent sur le marché. Salut Greg. Salut Jean-Fred, la forme ? Ouais, ça va super bien. Franchement, on a vécu un truc. On va forcément parler de National League, mais on peut pas commencer cet épisode sans parler de ce qui s'est passé dimanche en finale de Coupe de Suisse. C'était vraiment un moment, déjà au mois de février, un sacré moment de l'année. Ah oui, clairement. Donc 7600 ajoulots selon la police et puis 12 000 selon les organisateurs, ou je sais pas combien, mais il y avait des ajoulots partout, c'était de la folie. Et Ajoie qui gagne. Alors bon, c'était déjà génial avant le début du match, mais c'est devenu, ça a dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer en fait avec cette victoire 7-3 contre Davos en finale de coupe. Il lève la coupe. En plus, ça arrive à un club roman qui a fédéré autour de lui une sympathie, j'ai eu l'impression quasi unanime en Suisse romande. Franchement, c'était dingue. Parce que cette sympathie, comme tu dis, unanime, elle vient à mon avis du fait que déjà c'est un club, le club petit de Swiss League. Puis en fait, ils n'ont pas tellement d'ennemis. On sait que si ça avait été un club de National League, que ce soit Genève, Fribourg, Bienne ou Lausanne, il y aurait eu tellement de gens contents, qui ne voulaient surtout pas que ce club gagne, que ça n'aurait jamais été aussi grand que ça. Moi, je réfléchissais, je me disais peut-être qu'un club comme Sierre, avec le côté ça fait plaisir que ce soit des Valaisans, ils ont pas non plus 50 titres dans leur histoire. Donc là, ce titre, il a une valeur particulière parce que aussi, on se disait, Davos, 31 titres de champion de Suisse, quelque chose comme ça, un record de Meister. Bon, tu rajoutes une coupe dans l'armoire. Mm-hmm. Super. Enfin... Ouais, là, il y avait tout, en fait. Mais vraiment, l'aspect, ils doivent jouer à Lausanne. Du coup, c'était censé être négatif de ne pas jouer dans leur patinoire qui est si difficile à apprivoiser pour l'adversaire. Et des joueurs qui sont allés perdre là-bas, des clubs de Liga, m'ont dit, c'est chiant d'aller jouer là-bas. Mais vraiment, c'est chiant. Donc, tu te dis... Il faut se déplacer, il faut trouver une patinoire. Finalement, ça se fait à Lausanne. Dans un premier temps, je parlais avec Rafik Ouyumdjian du quotidien jurassien avant le match dimanche. Il me disait, mais tu te rends compte qu'au début, il ne voulait pas ouvrir l'anneau d'en haut de peur d'avoir une patinoire à moitié remplie. Il préférait blinder le bas et après voir s'ils arrivaient à vendre en haut. Et au bout de quelques heures, je pense, je ne sais plus combien, mais ils ont dit non, mais c'est n'importe quoi, il faut ouvrir tout parce qu'il y a des ajoulots partout. Et même dans le coin réservé aux Davosiens, il y avait plein d'ajoulots qui étaient présents. C'était une invasion ajoulotte, mais une invasion qui était positive du début à la fin, j'ai trouvé. Et ce jour-là, j'étais pas engagé sur l'aspect match, je ne devais pas écrire sur le match, mais sur les à côté, le lendemain, tranquillement. Et j'ai pu me balader dans la patinoire. C'était génial parce que tout le monde était gentil, tout le monde était content. On a mangé des saucisses d'Ajoie. Bon, ça fait partie du truc. Ça changeait des saucisses habituelles. Enfin, c'était une partie d'Ajoie qui était à Lausanne. Et voilà, ça s'est terminé par ce 7-3. On peut quand même un tout petit peu mettre un semi-bémol sur la prestation de Davos quand même. Parce que oui, Ajoie a fait le match parfait. Oui. Du début à la fin. Davos a poussé pendant les 5 premières minutes en se disant t'as l'impression qu'ils se sont dit on va. Au moment où ils menaient 4-0 contre Fribourg au début du mois, là ils auraient pu mener 4-0 contre Ajoie aussi en début de période. Wolf fait les arrêts qu'il faut. Puis derrière, tu sais pas ce qui se passe. Première action un peu dangereuse d'Ajoie, bim, goal. Puis en face, ça les a fait complètement dérailler. C'était assez étonnant. Après, j'ai des gens quand même du milieu qui m'écrivent depuis et qui me disent pas possible que Wolven ait préparé son match. C'est juste pas possible. Tu ne peux pas prendre 5 goals en box-play comme l'a fait Davos ce soir-là en étant prêt. C'est pas possible. Moi, j'avoue ne pas me rendre compte à quel point tu peux voir une équipe préparée ou pas. Pareil. Et je suis pas en train de minimiser l'exploit d'Ajoie. Il me semble qu'on l'a tous écrit à maintes et maintes reprises. Et peut-être même pas encore assez tellement c'est génial. Mais effectivement, 5 buts en box-play,
pour une équipe comme Davos qui est quand même habituée à jouer contre un powerplay, c'est pas après. Hazen et Davos, ils sont très forts, mais j'ai l'impression que c'est des joueurs que Davos rencontre toutes les semaines de ce calibre-là finalement. Et ils prennent pas 5 goals par match en box-play, et j'ai pas l'impression que le powerplay d'Ajoa est à ce point impressionnant. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Les planètes se sont alignées, je crois vraiment qu'on peut dire ça, durant 60 minutes. Ajoa la voulait sans doute beaucoup plus que Davos, mais beaucoup plus. Puis au bout du compte, des fois, ça nivelle beaucoup les valeurs. Mais ce powerplay ou ce box-play davosien passif, avec des gars qui semblent... on aurait dit des cônes. Et puis de le prendre un but de la même façon, 5 buts quasiment, où tu te dis, mais vous n'avez pas pu faire un ajustement à la pause, vous dites pas, ou le 4e ou le 5e, admettons que déjà t'en prends 3, ce qui est, tu l'as dit, normalement ils n'ont pas le droit de le faire, mais 4 et 5, tu te dis, non, les 5 premiers buts à jouer, c'est 5 powerplay. Puis accessoirement, Ajoa menait 4-0, il y a eu plein de powerplay, tu dis, ok, ils sont pris à froid, ils reviennent à 4-3, voilà. Là t'as un box-play, t'as 2 minutes à tuer au bout d'un moment. Et le but de Thibaut Frossard est magnifique. Il décoche son poignet pile au-dessus de l'épaule de Schliemann. Mais il a 2h15 pour shooter. Après, il le met parfaitement, rien à dire. Mais là aussi, tu dis, mais les gars, vous étiez où à ce moment-là, les Davosiens ? Mais c'était intéressant de voir comment justement une équipe dite petite peut régater sur 60 minutes. Tu sais que sur une saison régulière, ils pourraient pas. Imaginons Ajoa en Liga à la place de peu importe de Rapperswil. Ouais. Ils se prendraient des seils régulièrement. Parce que l'implication que ça demandait d'être présent sur la glace ce jour-là, de émotionnellement livrer un match pareil, tu peux pas le faire tous les jours, c'est impossible. Par contre, c'est la magie de la coupe, comme on aime le dire. C'est vraiment ça, c'est que sur 60 minutes, tu arrives peut-être à te sublimer et à faire que la différence, quand il envoie la ligne Tedenby, Lindgren, Palushai, tu dis ouais, quand même. Après, derrière, tu as Herzog, Corvi, Ambul. Ok, bon courage, parce que oui, Ajoa a une bonne première ligne, une excellente première ligne pour une équipe de Swiss League, mais derrière, il faut tenir quand même. Et ça a tenu, c'est ça qui est vraiment impressionnant, je trouvais. Tim Wolf a été fantastique. Mais aussi, je me disais, je sais pas si tu penses comme moi sur ces syllogismes qu'on peut tirer du hockey, ou qu'il ne faudrait justement pas tirer du hockey, en disant Ajoa a battu Davos, or Ticino Rockets ou un autre club a battu Ajoa, donc Ticino Rockets battrait Davos. C'est bien ce que tu dis sur la magie de la coupe, c'est qu'il faut se garder de faire ce genre de truc, parce que on lit quand même pas mal de choses maintenant dans l'euphorie, que on pourrait presque aussi monter la Ligue à 16, que ouh là là, tout le monde pourrait tenir, est-ce qu'on pourrait pas aller chercher, parce qu'on voit qu'ils ont gagné contre 4 clubs de National League et de haut tableau. Oui, ils n'ont pas aligné Rapperswil, Ambry, Langnau et Fribourg au hasard, qui serait déjà incroyable. Voilà. Mais là, c'est haut de calibre, effectivement. Est-ce que... Parce que c'est, pour mémoire, donc c'est Lausanne, c'est Bienne, c'est Zurich et c'est Davos. Exactement. Est-ce que toi, dans ce cas-là, tu verrais aussi la possibilité d'ouvrir cette ligue ? D'ailleurs, on a une question, c'est Gary Eger, ou Eger, je ne sais pas si je prononce juste. Le jeu proposé par Ajoa ne plaît-il pas pour une ligue à 14-15, éventuellement fermée ? Ou bien est-ce que c'est illusoire en termes de bassin de joueurs suisses et d'argent ? C'est une super question, au passage. Je ne me la suis pas posée depuis dimanche, donc merci pour cette question-là, Gary. Moi, je pense, ouais. Parce que moi, je suis un militant de l'ouverture de la Ligue depuis un certain temps. Pour une des raisons qui met en avant, c'est le bassin de joueurs. Et moi, je pense que si tu rajoutes, admettons, montons à 16, tu rajoutes 4 clubs. Tu rajoutes 100 postes de travail dans la Ligue. Tu en as les étrangers, grosso modo, 85 postes de travail. Mm-hmm. Pour le hockey suisse, forcément, il y a certains joueurs qui sont 3-4e ligne dans des équipes genre Langnau, genre Ambry ou des équipes un peu plus basses qui vont peut-être descendre dans un de ces clubs-là pour jouer un rôle un peu plus en vue. Et du coup, les valeurs vont se niveler, je pense, en bas de tableau. Et si tu fermes la ligue, il n'y a pas de danger, il n'y a aucun danger à faire jouer tes jeunes joueurs, il n'y a aucun problème à ce que tu perds des matchs, mais tant que tu as du développement dans ton équipe. Là où le système nord-américain est bon, c'est que tu as un intérêt à perdre, dans le sens où il y a la draft derrière qui fait que tu peux reconstruire plus rapidement. Je ne vois pas comment on pourrait mettre ça en place en Suisse. Il y a assez d'autres choses qu'on doit mettre en place avant de penser à un système pareil. Par contre, le problème historique de la Ligue B et de faire monter des clubs, c'était les installations. Je veux dire, c'était le tour des granges à chaque fois. C'était pas réaliste de débarquer avec
ne serait-ce que 2000 supporters bernois à chaud de fond. Enfin, ça n'allait pas être possible. Maintenant, Viège a une nouvelle patinoire. Ajoie est en train de construire sa nouvelle patinoire. Holton a rénové le Kleinholz, ça tient tout à fait la route. Cloton a une patinoire qui est tout à fait aux normes pour la Liga. Ça nous fait déjà 4 clubs. Tu montes de 12 à 16 en ayant 16 patinoires qui tiennent la route. Je veux dire, on joue à Ambry, donc plus pour trop longtemps en théorie. Mais en termes d'installation, ça tient clairement la route. Moi, alors, peut-être 14, pourquoi pas 16. Je trouve que là, ça devient vraiment beaucoup et j'ai peur pour le niveau du championnat. J'entends ton argument, mais j'ai regardé le nombre de licenciés. En Suisse, on a 30 000 licenciés à peu près sur le hockey sur glace. Il y en a 31 000 pour le uni-hockey, pour dire. En Suède, qui a 14 clubs dans l'élite, ils ont 65 000 licenciés. En Finlande, qui a 15 clubs dans l'élite, ils ont 75 000 licenciés. Et c'est à peu près le même nombre c'est 8 millions d'habitants en Suisse, c'est peut-être même un petit peu moins dans ces pays nordiques. Et en République tchèque, qui a 14 clubs en Extraliga, il y a 95 000 licenciés. Donc c'est 3 fois plus. Et je me dis que j'ai peur que ça fasse quand même baisser le niveau. Est-ce qu'à Holton, est-ce qu'à Cloton, est-ce qu'à Ajoie, est-ce qu'à à Viège, on arriverait à avoir des joueurs capables. Dans le top 6, oui, ça donnerait des places. Effectivement, que des joueurs de clubs qui sont un peu frustrés parce qu'ils n'ont pas assez de temps de glace, ils pourraient en trouver ailleurs. Les étrangers, de toute façon, il y en a sur le marché. Je suis sûr que ces clubs-là pourraient trouver des super étrangers qui après se diraient « Ah ouais, alors je suis à Viège. Berne, combien vous me donnez de plus ? Ah ouais, le double du... Ouais, je vais là. » Donc finalement, de toute façon, les meilleurs clubs prendraient les meilleurs joueurs. Pour après moi, je aussi, pense que ce serait quand même un moyen de faire baisser la hausse des salaires qui est ça, exponentielle actuellement. Et d'avoir plus de places de travail, ça détend un petit peu le marché. Et par rapport au nombre de licenciés, je pense que c'est un argument qui tient clairement la route, mais t'as qu'à monter un tout petit peu le nombre d'étrangers. On en a parlé il n'y a pas si longtemps, on montait de 4 à 5. Moi, je trouvais que c'était pas une bonne chose à ce moment-là. Oui, mais là, avec 4 clubs. Avec 4 clubs en plus, tu rajoutes un étranger, voire 2. On rappelle, Marc Lutti disait que les Polonais ils viendraient à pied jouer au hockey en Suisse. Bah alors pourquoi pas ? Il n'y a pas besoin de payer 250 000 net chaque étranger. Tu as le droit d'avoir des joueurs qui vont tout à fait être d'un bon niveau, que tu payeras le prix d'un Suisse. Mais du coup, ça aidera encore à détendre le marché. Et moi, je suis totalement favorable à augmenter un petit peu le nombre d'étrangers, mais augmenter les clubs. Ce qui fait qu'au bout du compte, tu as quand même plus de travail pour les Suisses, mais tu péjores pas complètement le niveau de ton championnat. Moi, je pense que ça peut être un compromis très suisse. Mais après, 14 me semblerait déjà très bien, en se disant tu prends Cloton qui est complètement légitime en haut, puis après tu regardes. Il faut que les critères financiers aussi, parce que mine de rien, hein, on a les budgets maintenant, on a assez discuté de Bienne avec la nouvelle patinoire, de Lausanne avec la nouvelle patinoire, de Fribourg avec la nouvelle patinoire, de Zug. On a vu des équipes qui étaient traditionnellement un petit peu en dessous de Zurich, de Berne, de Lugano, qui tout d'un coup arrivaient à régater et à proposer des salaires équivalents. Là, tout d'un coup, le fossé aussi se creuse avec Langnau, avec Rapperswil et tout. J'ai peur que, même avec 2 clubs de plus, le bassin, au niveau du sponsoring et des trucs comme ça, je sais pas. Si t'as Viège, par exemple, ils sont dans un coin. C'est pas comme le bassin bernois qui est très, très engorgé avec justement Langnau, Bienne, Berne, même Fribourg qui est pas très loin. C'est assez serré là. Ou avec Cloton, Zurich, Zug, Rapperswil qui sont tous dans le même coin. Là, Viège, ils sont dans leur coin, donc il n'y a pas de problème. Et eux, je pourrais trouver ça assez légitime. Cloton, tu rajoutes, mais le bassin zurichois est tellement grand que c'est pas un problème. Et dans un sens, Ajoie est aussi un peu dans son coin finalement. Complètement. Donc ça me ferait pas trop peur à ce niveau-là. Holton me ferait un poil plus peur parce qu'ils sont justement un peu coincés là au milieu. Et peut-être c'est difficile de grandir dans l'élite. En même temps, ils ont un soutien populaire qui est assez énorme. Le Kleinholz est quand même régulièrement bien garni. Ça pourrait être assez intéressant. Mais pour moi, ouais, Viège et Cloton, c'est les deux principaux. Puis derrière, je mettrais Ajoie et Holton pour monter éventuellement à 16. Ce qui permettrait aussi d'avoir un championnat différent avec une lutte pour les playoffs. Un top 6 qui est déjà qualifié, un peu comme le fait la Finlande ou la Suède, sauf erreur. Avec un master round au milieu entre le 7 et le 12. À mon avis, il y a vraiment moyen de changer un tout petit peu le championnat sans le dénaturer et sans perdre en qualité, à mon avis. On continue sur Ajoie parce qu'il y a encore, on va dire, 2 thèmes, ou un, ça dépend comment on le voit, mais qui est assez lié, c'est déjà Gary Sheehan et le duo d'étrangers, en se disant que, est-ce que finalement ces personnes-là
qui ont montré quelque chose de vraiment un super niveau dimanche, et même avant, en finale avant la finale, lors des passages contre les équipes de National League, est-ce que Gary Sheehan pourrait prendre un poste en National League? Et est-ce que, de facto, Ezen et DeVos pourraient être des étrangers de National League, selon toi? On scinde en deux la discussion, si ça te va. Ouais, on commence avec Gary. Allons-y par Gary. Mettons le contexte. En théorie, ça devait être une année compliquée pour les entraîneurs. Parce que beaucoup d'entraîneurs étaient encore sous contrat jusqu'en 2021. Lugano, Berne, Fribourg avaient des entraîneurs sous contrat jusqu'en 2021. Kapanen, French et Jalonen. Et Zurich, Grunborg est sous contrat jusqu'en 2021. Actuellement, la situation est la suivante. Kapanen a été viré, Fribourg a viré French et Jalonen n'est plus là. Donc les 3 bancs sont disponibles la saison prochaine. Il y a eu The Athletic qui a sorti une rumeur comme quoi Grunborg était suivi de près par Dallas actuellement. Donc là aussi, si l'offre arrive de NHL, il partira. Et Rapperswil a Tomlinson qui est en fin de contrat. Donc ça fait 5 bancs. Alors on va dire 4 bancs libres et 1 pourrait le devenir assez rapidement. Ça fait près de la moitié de la ligue qui cherche des entraîneurs. Tu vois que Lugano s'est planté avec Kapanen. Est-ce que Kapanen est bon ou mauvais? Je ne l'ai pas approché à moins de 50 mètres, donc je me verrais mal avoir un avis sur Sami Kapanen, l'entraîneur. Mais toujours est-il qu'ils se sont plantés en allant chercher un Finlandais qui connaissait rien à la Suisse. Oui. C'est un fait. La mode finlandaise a l'air d'être un petit peu... T'en parlais dans le dernier épisode et on a un petit peu fait l'analogie gauche-droite politique. On part d'un côté, on revient de l'autre, etc. C'est plus une tare d'être Canadien si tu veux être entraîneur. Je crois, ça l'a jamais été, tu me diras, mais... À un moment, c'était mieux de s'appeler Tuomainen que de s'appeler McCarthy, quoi. Ouais. Et là, t'as l'impression que c'est en train de... Kosman revient à Berne. Tu sens que les Canadiens sont toujours un peu là. Donc, le fait de s'appeler Gary Sheehan, c'est pas un problème. Après, il faut voir où. Zurich, admettons. Je vois pas le truc. Il est pas... Je parlais avec Gary, il me disait... Pour te dire à quel point il y a eu de la résonance avec notre coupe, c'est la première fois que j'ai eu une interview avec le Blick. Depuis que je suis en Suisse, vraiment officiel. Bonjour le Blick, là, c'est pas dans une zone mixte où il y a 3 journalistes, dont le Blick. Là, non, le Blick l'a appelé. Il dit c'est la première fois que ça m'arrive. Je vois pas Zurich partir sur. Quoi qu'il y a quand même un tout petit point à relier. Sven Leyenberger, directeur sportif de Zurich, et le directeur sportif qui a fait venir Gary comme assistant quand Gary a été assistant de Berne. Ouais. C'est pas inintéressant. Assistant de Boucher d'ailleurs. Assistant de Boucher. C'est pas inintéressant à le savoir, mais quand même, je pense que c'est pas assez clinquant. Berne. Il était déjà venu comme assistant, ils le connaissent. Là aussi, la question est, est-ce qu'il a un nom assez ronflant, entre guillemets. Quoique maintenant, il a quand même gagné le titre en Ligue B, il gagne la coupe, tout le monde l'a vu, pourquoi pas. Mais pour moi, les deux qui font le plus de sens, c'est Fribourg et Lugano. On enlève Rapperswil, parce que moi, je pense que si tu es Gary Sheehan, et on se pose souvent la question pour les joueurs, est-ce que tu préfères dominer la Ligue B ou être mauvais en Liga? Et pour les joueurs, je pense qu'ils... Mauvais dans un mauvais club, je dis. Bien sûr. Je pense que pour un joueur, le tremplin est plus intéressant d'être dans un mauvais club de Liga que d'être bon en Ligue B. Complètement. Par contre, pour un entraîneur qui perd des matchs, je pense qu'il vaut mieux les gagner en Ligue B que les perdre en Liga. En termes de salaire, je pense pas qu'il y ait une énorme différence, mais en termes de qualité de travail, à mon avis, c'est plus intéressant. Du coup, pour moi, Fribourg et Lugano sont les deux points les plus intéressants. Fribourg, je pense que en fait, tous les points mènent à Fribourg. Oui. Si un club devait engager Gary Sheehan, ça a presque l'air trop logique. En plus, Ajoa et Fribourg, ils ont une collaboration sur les étrangers, sur les joueurs en Ligue B. Ça fait presque trop de sens, disons. Quand Kosman est engagé en 2013... Ou 2012. 2012, ils font la finale. Voilà. Sheehan est là. Et dans les 3 derniers candidats, ça se fait pas. Il est sous contrat à la chaux de fond à ce moment-là. Il a une clause libératoire qu'il n'active pas. Qu'il aurait pu activer, mais que du coup ça s'est pas fait parce que le timing était manifestement pas le bon. Le timing est excellent en ce moment. Parce que Gary Sheehan va vouloir terminer la saison avec Ajoa sans se polluer la tête avec ça actuellement. J'en suis sûr. Et Fribourg a envie de finir sa saison comme ça, avec Christian Dubé à la bande, sans se polluer la tête non plus. On sait qu'à Fribourg, il y a un très gros tir à la corde actuellement en coulisses pour savoir si Christian Dubé doit rester ou non. De cette décision, est-ce que c'est Dubé qui va décider qui est l'entraîneur ou est-ce que c'est le successeur de Christian Dubé à trouver? Et là aussi, ça peut changer pas mal de choses. Donc, c'est encore si je devais poser une probabilité sur Gary Sheehan à Fribourg, je la mettrais pas au-delà de 50%, on est bien d'accord. Ouais. Par contre, la piste, elle est très sensée et accessoirement, et si jamais j'ai fait un article sur le matin.ch lundi soir à ce propos, la tendance parle en faveur de Gary Sheehan. Patrick Hémon débarque à Genève. C'est ça qui a changé les paradigmes, à mon avis. C'est ça. On donne une chance à un entraîneur néophyte à ce niveau-là.
Ça se passe bien. Volvend, néophyte à ce niveau-là. Et Gary est moins néophyte, si on veut, que Patrick Aymon, qui était qu'avec des juniors, finalement. Hein. Exactement. Et Volvend, il fait toute la filière suisse ice hockey. Il a jamais coaché en Ligue nationale avant de débarquer à Davos. On rappelle il était sous contrat avec Thurgau, mais dans la foulée, il signe pour devenir entraîneur des M18, sauf erreur. Mais il a jamais entraîné à ce niveau-là. Et ça se passe bien à Davos aussi. Alors oui, la Spengler, ils l'ont foiré. Oui, la finale de coupe, ils l'ont foiré. Mais globalement, ça se passe pas bien, pas si mal. Donc, il faut qu'un club ose donner les clés du camion à un entraîneur néophyte. Pourquoi pas à Fribourg, finalement? Alors, le truc, c'est qu'à Ajoie, ça fait maintenant 5 ans ou 6 ans qu'il est là-bas. Donc, on le laisse travailler. Je pense que le président Hauert est évidemment très satisfait. Et ils ont il y a presque une tradition maintenant. Hein. Il est resté assez longtemps à Chaux-de-Fonds. Il est resté assez longtemps à Ajoie. Il se plaît bien aussi là-bas. Je pense que le cadre de travail est sympa. T'as finalement moins de pression parce que comme il n'y a pas ce côté, on peut potentiellement monter en National League, prendre des tôles si on arrive à monter, et que tout d'un coup on remet en cause parce qu'on peut changer quoi? On peut pas changer 20 joueurs, on peut changer quoi? L'entraîneur. Là, il est dans un endroit qui est moins risqué. Je pense qu'il est... Après, c'est son ambition qui doit déterminer si oui ou sinon. Oui, mais... Moi, je me pose aussi la question des ambitions du club. Finalement, en tant qu'entraîneur, quand tu as gagné le titre de Ligue B, de Swiss League, qui est du coup le climax que tu peux atteindre avec Ajoie si on ajoute avec la coupe juste derrière, il ne peut pas aller plus haut que gagner la coupe et gagner le titre, vu qu'Ajoie n'a pas d'ambition de monter en National League actuellement. Alors oui, c'est super de rester à Ajoie et de gagner des titres là-bas ou de gagner des matchs, parce que tu ne vas pas gagner le titre chaque année. Hein. D'ailleurs, ils l'ont pas refait depuis 2016. Ouais. Mais est-ce qu'il n'a pas envie justement d'essayer autre chose, de s'en aller? De toute façon, un entraîneur, c'est quand même 9 fois sur 10 le cas. Il a un contrat de travail jusqu'au jour où il se fait licencier. Ce serait dommage que ça t'en arrive à un moment où ça se termine pas bien parce que pour X ou Y raison. Est-ce que tu pars pas au moment où c'est le sommet finalement? À Ajoie, tu peux plus rien faire. En Ajoie, tu peux plus faire mieux que ce que tu viens de réaliser. Bah, pars au sommet. Pour en plus un poste plus haut, finalement, c'est toujours ça. Si c'est pour partir d'Ajoie pour aller à Chaux-de-Fonds, il n'y a aucun intérêt. Ouais. Là, personne ne le comprendrait d'ailleurs. Par contre, là, s'il part d'Ajoie pour aller, je dis Fribourg parce que tous les points sont reliés, ça fait beaucoup trop de sens. Mais ailleurs, Lugano, peu importe, tout le monde comprendrait. Et puis, est-ce que tout le monde comprendrait que... Il y a pas mal de questions aussi sur Hazen et De Vos, en se disant « Ah, mais ils sont tellement dominants en deuxième division, c'est pas possible que ces deux gars, ils puissent pas être... » Alors, un petit peu quand même dominants aussi en National League, on l'a vu contre Davos, ils les ont ridiculisés sur le powerplay, et ils ont été quand même bons dans le jeu. De Vos, c'est un joueur qui a gagné ses engagements. Je crois qu'il a joué contre Ambul. Il n'a pas été ridicule. Et on parle quand même d'Andrés Ambul. Certes, à plus de 35 ans. Mais enfin, ça reste un sacré joueur de National League. On le voit journée après journée. La question de ça... Ils ont eu un... On peut pas... Non, j'allais dire, ils ont eu leur chance. Mais non, ils n'ont pas eu leur chance. Ils ont joué 2 bouts de match en n'étant pas dans leur bonne position, sur des... Ambry et Fribourg, respectivement, pour De Vos et Hazen. En étant licence B, en venant comme ça après leur élimination. Ouais, non, ils n'ont pas été mis en bonne condition. Non, ils n'ont eu aucune chance. Là, il y a une rumeur qui est sortie sur Ambry. Moi, on me dit que ce n'est pas le cas, qu'Ambry n'est pas dessus, manifestement, ou pas encore, mais que Langnau, c'est quand même la piste la plus chaude. Moi, j'ai l'impression que les GM verraient ça comme un aveu d'échec, d'engager des joueurs de Ligue B en se disant j'ai pas trouvé mieux. Par contre, si tu fais signer un type qui s'appelle John McCarthy ou Marco Machin-Mainan, puis qui a 0,8 points par match en AHL et 13 matchs de NHL, on dit il est quand même pas mal, machin. Alors que tu peux te défendre d'ailleurs en disant si jamais ça foire, les gars, regardez le pédigré. Ouais, sur le papier, ça devait marcher. Là, tu prends un risque d'engager des gars qui viennent de Ligue B. Rappelons ça la Ligue B, on va pas se rappeler. Ouais. Qui viennent de Ligue B, et tu prends un risque, c'est vraiment se mettre en danger. On sait que le GM, il est quand même toujours jugé sur ses résultats sur la glace, et que son job, il tient finalement à quelques décisions bonnes ou mauvaises. Et si la décision d'engager 2 étrangers qui n'ont pas du tout le niveau en haut, admettons, ça peut te coûter ton job. Donc il faut un GM qui est solidement en place, ou qui est en tout cas convaincu d'avoir le soutien derrière lui pour prendre cette décision-là. Moi, de toutes les discussions que j'ai, De Vos a sa place en Liga. Ouais. Et Hazen, c'est plus difficile dans le sens où c'est un finisseur. Donc il a besoin d'avoir un créateur de jeu à côté de lui qui va le rendre meilleur. Et l'espace qu'il a en haut et qu'il a en bas
Est-ce qu'il est capable de se le créer en haut? C'est pas sûr. De Vos, par contre, a cette qualité de créateur de jeu qui, lui, va rendre meilleurs les joueurs autour de lui. Et il a cette vision du jeu qui se traduit tout à fait en haut. Donc moi, on me dit, De Vos, tu peux le prendre. Hazen, c'est plus compliqué. En même temps, si tu prends l'un, est-ce que tu prends pas le duo pack en disant on part à 5 étrangers, dont De Vos et Hazen? Si Hazen, ça marche, bah c'est super, tu lui fais jouer les deux. Si ça marche pas, tu as un cinquième étranger de luxe qui te coûte vraiment pas cher. Ouais, mais il faut quand même pouvoir les faire jouer dans des bonnes conditions. Bien sûr. Ça veut dire que ces joueurs-là, parce que je me dis, si tu les mets, allez, admettons au troisième bloc, pour avoir un troisième bloc qui est fort, parce qu'on parle de top 6, mais j'ai l'impression qu'on parle de moins en moins de top 6 maintenant. On le voit avec Fribourg aussi. Bien sûr. Quand on commence à faire l'alignement, on se dit, ah ouais, le but c'est d'avoir un top 9 qui est fort, et en NHL, le but c'est d'avoir un top 12. Oh, ça fait les 4. Non, mais c'est ça. C'est qu'il y a quasiment plus de top 6, bottom 6. C'est que ton quatrième bloc, ça peut plus être des gars où tu te dis, j'espère qu'ils vont pas en casser de goal. Puis s'ils m'en marquent un de temps en temps, puis qui gratte une pénalité, c'est bien. Puis comme ça, je peux mettre mon avantage numérique. Mm-hmm. Maintenant, il faut 4 blocs qui tiennent la route. Et tu le mets en troisième bloc, mais tu les fais jouer en powerplay. Après, si je prends l'exemple de... Allez, on a parlé de Fribourg, on parle de Lausanne, on peut prendre l'exemple de Genève. Tu enlèves Smirnov, parce que tu te dis, bah maintenant j'ai De Vos. Tu enlèves un autre étranger pour le mettre... Est-ce qu'ils vont pas un peu gueuler les Suisses parce qu'ils se disent, mais attends, je suis sur le powerplay normalement, et de regarder le gars en se disant, il vient de Ligue B. Là aussi, je me demande l'effet que ça peut avoir d'aller chercher des gars d'en dessous. Mais moi, je pense que les deux devraient aussi avoir leur chance. En plus, ils ont moins de 30 ans. Hein. On a tendance à l'oublier, mais les deux ont moins de 30 ans actuellement. Et est-ce que c'est pas leur dernière chance à eux aussi? Ça fait 5 ans qu'ils sont en Ajoie. Hein. Ouais, puis qu'ils brûlent la ligue toutes les années, quoi. C'est vraiment impressionnant. Mais t'as pas un peu l'impression que t'as envie de dire au GM de National League, les gars, vous regardez des fois un peu vos pieds, enfin vous regardez un peu en bas, ou vous regardez que à vue, ou en haut. On a l'impression que ils découvrent, quoi, ou que justement ils ont pas découvert, qu'ils ne regardent pas. C'est un réflexe que t'as pas, je pense, d'aller chercher, parce que prendre un étranger en Ligue B. Et j'ai un ami qui m'écrivait pas plus tard que lundi soir, au moment où je préparais ce podcast, qui me disait, je reste convaincu que si Langnau ne monte pas avec Chris Di Domenico est toujours joueur de Langnau en Ligue B aujourd'hui. Et c'est intéressant en fait de se dire qu'effectivement Di Domenico il commence en Ligue B, et en haut ça n'a pas été trop compliqué pour lui. J'ai l'impression depuis qu'il arrive, il a même fait Ligue B, Liga, NHL, parce qu'il allait jouer une vingtaine de matchs à Ottawa, plus même sur une fin de saison puis une saison suivante, en venant de Ligue B 2-3 ans avant. Donc ça va, je crois que ça ne veut pas dire que tous les joueurs de Ligue B peuvent finir en NHL 2 ans plus tard, on est bien d'accord. Mais Di Domenico, est-ce qu'il aurait eu sa chance en haut si Langnau était resté en bas? On n'a évidemment pas la réponse, mais la question est intéressante à se poser. On a fait un bon truc qui découlait de la coupe, mais finalement qui parle de plusieurs sujets qui sont rattachés à la National League. Mais là, on revient plus dans la National League avec Fribourg, qui était sur 3 victoires, et puis qui tout d'un coup s'est un peu pris les pieds dans le tapis à domicile contre Genève. 3-0. Je crois que le premier tiers était pas mal. Et après, c'était une catastrophe industrielle qui a fait que Genève, qui avait été battue 2 jours avant au Vernet en jouant très très bien, là ils ont réussi à gagner, battu 3-0, puis là ils gagnent 3-0. Mais du côté fribourgeois, on a l'impression que c'est un peu le coup d'arrêt, mais on regarde souvent le classement, ou on regarde souvent au match par match, mais tu te dis que peut-être si on enlève une victoire quelque part, puis qu'on la met contre Genève, mais qu'on met une défaite à la place d'une autre victoire, on aurait un autre regard, non? Ouais, je suis complètement d'accord, mais en fait Fribourg c'est l'équipe qui rend malade les pronostiqueurs, il faut être clair. En fait, tu imagines ce que va faire Fribourg, tu paries l'inverse, tu deviens riche. Au bout d'un moment, ça devient vraiment ridicule. À Lausanne, tu dis qu'ils vont se faire étaler parce qu'ils ont une demi-équipe là-bas, ils vont gagner 3-1. Ok, ils volent le match, mais ils le gagnent. À Zurich, tu te dis que ça va quand même être compliqué. Ils partent sans Berra, ils jouent avec Weber au but. Là aussi, tu te dis, ma foi, tu vas aller t'en prendre une. Ils gagnent en prolong. Là, tu te dis, voilà, maintenant, Prunger revient, il est revenu, les joueurs reviennent, Valzer est de nouveau là, ça fera ça, un nouveau match. Ils perdent. Donc, moi, je sais pas quoi penser. J'arrive pas à comprendre cette équipe. Si tu comprends quelque chose à côté, c'est qu'on t'a mal expliqué, quoi. Ça marche aussi avec ça. Mais toujours est-il que 40 matchs, 53 points, la barre est 42 matchs, 57 points. Donc
Fribourg a 4 points de retard sur la barre, 2 matchs de moins que Langnau. Psychologiquement, par contre, Fribourg est 11e. Et c'est peut-être ça qui est le plus difficile à encaisser. Si tu arrives à en faire abstraction, Fribourg est toujours en situation, on va dire, correcte, à la nuance près que 4 des 5 prochains matchs sont sur la route. C'est ça. Et ça, tu l'avais déjà dit la semaine passée, en parlant de Fribourg, en disant il y a quand même beaucoup de matchs à l'extérieur. Et on peut pas faire une règle de 3 en disant on rajoute 6 points. L'un des 2 matchs qu'ils vont devoir jouer, qui vont rattraper, c'est contre Lausanne à Lausanne ce samedi. Ouais, celui-là, il est important. Il est chaud celui-là, et Lausanne va mieux. On en parlera tout à l'heure. Enfin, va mieux. Lausanne a jamais été mal, a jamais été mauvais. Par contre, même dans le jeu, c'était mieux contre Zurich. Oui. On en parlera plus tard. Chose est-il que ils vont pas aller gagner tous les matchs à Lausanne comme ils ont fait le dernier, hein, parce que le dernier, ils le gagnent 20 fois sur 100, pas plus. Hein. Mais c'est ces 5 prochains matchs. Le seul match à la maison, c'est contre Rapperswil. On sait qu'en plus, Fribourg a de la peine contre Rapperswil historiquement, donc il ferait bien de pas le rater, celui-ci. Fribourg est a encore les cartes en main finalement actuellement, mais le problème c'est qu'il joue beaucoup sur la route et c'est ce qui pourrait me faire dire ça va pas le faire. Parce que sur la route, moins d'émotion, ou bien peut-être c'est ça Fribourg est pas terrible sur la route. Fribourg a pas le dernier changement, tu peux pas coacher la même chose, et en plus c'est pas n'importe où. Sur les 4 à l'extérieur, c'est 2 fois à Lausanne, 1 fois à Zug. C'est pas évident quand même. L'autre c'est Bienne. Là aussi, Bienne, c'est quand même pas une équipe qui est mauvaise. Faut pas prendre la narration du dernier mois pour se dire que Bienne, c'est facile d'aller jouer là-bas. Vraiment pas. Donc, c'est des matchs loin de chez soi et en plus des matchs difficiles. En même temps, si on reprend le théorème de Gauthieron, à savoir que si tu penses qu'ils vont perdre, ils vont gagner. Ils vont gagner les 4 à l'extérieur, puis ils vont perdre à la maison contre Rapperswil. Je pense qu'ils sont capables de nous la faire, celle-là. Hein. Vraiment. Et c'est terrible. Ça sonne comme une blague, mais je crois que ça en est pas une. Mais ce match contre Genève, il était compliqué quand même, parce que Genève en a planté 3 en 5 minutes. Derrière, ils n'ont pas su réagir. Avant ça, Fribourg est pas catastrophique. Fribourg tient la route, mais Genève a prouvé qu'il était solide ce soir-là, mais vraiment très, très, très solide. Le statement est plus de la part finalement de Genève que de Fribourg, je trouve. Mais on parlera de ça après, parce que quand on parle de Genève, c'est vrai. Moi, il y a un truc qui m'a aussi c'est quelque chose que je remarque au fur et à mesure. Il me semble que j'ai entendu quelqu'un en parler. C'est Reto Berra, souvent, quand il prend un goal, il s'énerve, ou en tout cas, il montre ses défenseurs en leur disant « Les gars », et on m'a dit « Ouais, c'est vrai, que il est souvent comme ça », et je me demande si des fois les défenseurs ils sont pas un peu là « T'es gentil, on sait que tu nous sauves des matchs, mais des fois, t'as le droit aussi de te prendre un but. » ou... Moi, je sais pas ce qu'il leur dit. Hein. S'il leur dit la prochaine fois, tu fais gaffe, tu prends bien la canne de machin », je me dis que c'est pas complètement stupide de... Par contre, s'il l'insulte puis il le traite de tous les noms, je vois moins l'intérêt, disons. Donc, ne sachant pas ce qui se dit et pourquoi, je sais pas. Je sais pas quoi répondre. On veut pas polémiquer en l'occurrence, hein. C'est pas. Non, mais c'est pas la question. Mais c'est juste que quelle est la teneur de ce qu'il leur dit? Est-ce que ça a un intérêt pour la suite de la saison? Toujours est-il que Berra a plus sauvé de matchs actuellement. Complètement. Mais par contre, alors, passage mention à Ludovic Weber qui a été excellent à Zurich. Ce qui n'était pas simple, parce que le dernier match qu'il fait, c'était contre Davos. Oui. Puis on se souvient quand même du résultat. Le fait qu'il il est même sorti un petit moment, remis dans le match. Donc finalement, quand on a appelé son numéro pour ce match-là, il savait qu'il allait jouer puisque Berra était malade, c'était annoncé très tôt. Oui. Mais il a répondu présent. Et... Tu me diras, à Davos, c'était annoncé très tôt aussi qu'il jouerait. Bien sûr. Mais ouais, tu vois, Berra, il a 92,8% d'arrêt depuis le début de saison. C'est le 3e gardien de la ligue. 2,3 buts encaissés. Pourtant, c'est le 3e en termes de pourcentage d'arrêt. Mais il a 200 shoots de plus que Tobias Stéphane. Certes, il a 4 matchs en plus. Mais il a un plus gros volume de shoot, pourtant il répond présent. Donc moi je pense pas que le problème vient de là. Au contraire, je pense que Reto Berra est une des solutions pour la fin de saison plus qu'un problème potentiel. Ah, c'était pas un problème potentiel que je voulais identifier. C'était plutôt qu'un... Des fois, c'est un des rares en fait gardiens où il est souvent à pointer du doigt sa défense, puis que ça me surprend, mais qu'effectivement les stats parlent pour lui, les matchs que Fribourg gagne grâce à lui parlent pour lui. Donc c'est plus un constat ou un petit truc à relever que vraiment un truc négatif à son égard. Est-ce qu'au niveau des joueurs blessés, Dernay, on a une timeline pour son retour? Non, je crois pas. Je sais que Boychuk fait le job, il n'y a pas de problème. Mais enfin, mine de rien, si tu peux remplacer ton centre...
un de tes centres par David Desharnais, puis à la limite tu dis que tes ailiers, ben tant pis s'il n'y a pas Stolberg, mais que ton deuxième centre devient Desharnais, et puis Schmidt devient ton troisième, et Valzer ton quatrième, ça devient pas mal. Puis Schmutz qui dégage du centre sur une des ailes, c'est une option qui est de loin pas inintéressante. T'as pas mis Bikov dans les centres? Non, parce qu'il est blessé, hein? Parce qu'il est blessé, il est commotionné et il est pas prêt de revenir selon moi. Ok. Le soir à Davos où ça pète, il était censé venir aux interviews et on nous a tout de suite dit il va pas venir, et c'était tout de suite clair qu'il avait été commotionné ce soir-là. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il a suivi le protocole commotion. Puis comme tout joueur commotionné, quoi, ça peut durer 2 semaines comme 2 mois. Là, pour l'instant, il n'a pas recommencé à patiner. Donc, je pense que si Fribourg va vouloir s'en sortir, ce sera sans André Bikov. Et puis alors, si je crois ce que tu dis, samedi, on aurait plutôt tendance à se dire que Lausanne est dans une bonne passe, Fribourg vient de perdre contre Genève. Ah bah Lausanne va gagner, donc non, c'est Fribourg qui va gagner, et puis qu'il faut parier sur Fribourg. Si seulement c'était aussi simple. Hein. Mais non, ce match contre Genève, il est malheureux, mais comme tu disais au tout début de ce segment sur Fribourg, en fait, si tu inverses les deux scores, si tu dis tu vas perdre 3-0 à Zurich, puis tu gagnes demain en prolong contre Genève, certes c'est que 2 points à la maison, mais tu es exactement pile au même point au classement, mais tu pars sur une dernière impression plus positive. On a gagné le match à la maison, le dernier à la maison c'était contre Ambry, gagné également. Puis là, en fait, les victoires à l'extérieur, elles sont finalement c'est les mêmes points, mais l'impression laissée contre Genève est pas terrible, quoi. C'est vrai que c'est plus au-delà du résultat, c'est l'impression contre Genève qui n'était pas incroyable. En même temps, à Zurich, l'impression était excellente. Je dirais, ils font un gros match, ils ont bien défendu, mais c'était eux les agresseurs sur le début de match. Ils sont bien rentrés dans leur rencontre. Donc moi je pense que tous les soirs ils sont dans le match, mais aussi parce qu'ils ont des gardiens qui les mettent tous les soirs dans le match. S'ils gagnent à Genève, c'est tout simplement parce que Berra était là. Et s'ils gagnent à Zurich, Weber a fait le même job. Le match contre Genève, Berra a un but sur la conscience. Tu dis voilà, c'est le 1-0 sauf erreur de Smirnovs, il doit presque pouvoir le choper. Voilà, c'est là, il est à ce point-là capital que Gauthieron est un gardien qui surperforme quasi tous les soirs pour avoir une chance, même contre des équipes comme Genève qui sont supérieures dans le champ, disons. La transition trouvée, c'est logique de parler de ce Fribourg-Genève, c'est de parler de Genève qui, après un match, franchement... Je ne vais pas dire que c'était dégueulasse pour eux de perdre ce match contre Lausanne au Vernet le jeudi soir. Mais ouais, là, franchement, voilà, c'est un peu ces matchs en hockey sur glace. J'ai l'impression que ça peut arriver plus que peut-être en foot, où vraiment tu domines, mais comme un cochon, et que en face, tu as une équipe qui a la baraka. Toi, tu tires sur les poteaux, tu rates une cage vide, tu tires sur le gardien... Et puis au final, tu perds 3-0. Mais par contre, là où Genève a été très bon, c'est qu'ils ont su tout de suite se remobiliser et ils ont montré que c'est une péripétie. Non, on n'est pas sur un trend négatif. On revient. Et finalement, ces 2 matchs qui sont contre des adversaires, pas forcément directs, mais des adversaires où il y a haut taux d'émotion forcément, parce que c'est des matchs où on sait que les supporters vont être un peu plus chauds. Et en tout cas, Genève, moi, il m'impressionne, c'est qu'ils glissent peut-être un petit peu, hop, mais ils se reprennent. Ouais, alors le match contre Lausanne, comme tu dis, si on regarde rien que bêtement les statistiques, 38 shoots à 11. Si on dit qu'il y a une des équipes qui a gagné 3-0, tu diras jamais l'équipe qui a 11 malheureux shoots cadrés, quoi. Dernier tiers, ils ont 2 shoots cadrés, Lausanne, et ils marquent un but. Alors, certes, dans la cage vide. C'est l'un des 2 shoots, c'est la cage vide de Cody Almond. Et c'est ça qui a finalement, là aussi, si on va un poil au-delà du score, dans les 2 matchs, Genève a proposé un volume de jeu qui est assez énorme en fait. Et c'est ça qui est le plus impressionnant. Et ils ont même eu la chance de bénéficier d'un centre de première ligne, Tanner Richard, qui était là. Alors, je sais pas, il n'est pas revenu bronzé de ses vacances, mais il était là. En tout cas, il a joué et il a fait plutôt bonne impression dans les 2 matchs. C'est pas un Tanner Richard décisif, mais c'est un joueur qui est engageable, disons, et qui ne coûte rien, ce qui est quand même déjà pas mal. Et en étant positif, là, pour la suite de la saison, je pense que ce serait intéressant qu'il remonte encore un petit peu la pente, mais là, il a montré des signaux très positifs. On a été
assez négatif avec lui ces temps et je pense qu'on n'a pas eu tort. Mais là, faut pas Là, on hésiter. attend quelque chose de lui. Hein. Je pense que le comptable qui lui verse son salaire tous les 24, je pense qu'il se dit aussi qu'ils en attendent un petit peu plus de lui. Quoi. On est, de nouveau, si on est un peu critique avec un joueur comme ça, c'est aussi parce qu'on connaît sa valeur et on sait qu'il touche un certain salaire, donc on en attend quelque chose. On est moins comme ça avec je dis n'importe quoi, mais un Elliott Berton, parce que il n'a pas le même rôle, il n'a pas le même impact, et il n'a pas le même impact financier sur le budget de Genève. Donc, Mais voilà, donc Genève continue de produire du jeu, Genève tout roule, vraiment, et j'ai l'impression qu'on pourrait reprendre des passages des derniers épisodes à la nuance près, et que tu l'as dit très justement, c'est que Genève perd 2 matchs de suite récemment, et derrière, ça change rien, quoi. Après les défaites, Genève a toujours su rebondir. Après la secouée à la maison contre Zurich 9-6, derrière, énorme match à Berne, puis très gros match contre Lausanne, certes défaite, mais quand même, et énorme match à Fribourg. Donc, faisons complètement abstraction des résultats. Genève est dans un trend très positif actuellement. pour moi, Genève, c'est la quintessence du leadership, j'ai l'impression, au sein de l'équipe. Je pense que on en a souvent discuté ensemble à ce micro, Winnick, Fer, Wingles, Tom Ernest. Mais même, je pense que le leadership s'exprime différemment. C'est pas forcément ceux qui vont se lever dans le vestiaire puis dire faut faire ci, faut faire ça. Mais c'est justement que les étrangers aident les jeunes. Que sans doute un Berton doit être, de par ses actions, doit être un leader. Que Rod aussi est un capitaine qui montre l'exemple, même si des fois il est un peu à la limite. Ils ont des joueurs qui sont concernés et qui ont vraiment bien accepté leur rôle. Puis s'il y en a un ou deux qui acceptent peut-être moins leur rôle, ma foi, voilà, mais ça n'a que un ou deux. Et c'est pas des pommes pourries dans un vestiaire. Donc ça, vraiment, plus que la jeunesse et l'expérience, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de leadership dans ce club en ce moment. Et que ça, c'est le talent aussi de Chris Maxorley en tant que directeur sportif, d'avoir su donner à Patémon des bonnes cartouches. Exactement. Et derrière, on a suffisamment dit du bien des 4 étrangers. Et on va continuer de le faire, je pense, jusqu'au terme de la saison. Parce que chacun a son rôle, a son importance. Et chacun a sa... Mais comme on le disait la semaine passée, j'ai l'impression de radoter des fois un petit peu avec Genève. Mais chacun a son rôle dans cette équipe. Et même un Tim Boson qui joue sur l'aile d'une 3e ligne, il va des fois en 4e, des fois il doit monter un peu, il redescend. Et chaque soir, chacun sait pourquoi il est là sur la glace. Je pense que c'est vraiment exemplaire et on parlait de leadership. Je sais que le premier contact de certains avec Patémon cette saison, ceux qui ne le connaissaient pas du mouvement junior et qui n'avaient peut-être jamais eu affaire à lui, Patémon, il faut savoir, il ne paye pas de mine. Il vient devant le vestiaire et il ne paye pas forcément de mine. Et je pense qu'il a eu besoin d'un tout petit peu de temps pour se faire respecter. Mais du coup, cette image que certains avaient qui n'étaient pas ultra positifs de lui ou qui se disaient ils nous ont mis qui, et ça a dû durer je pense 2 entraînements et demi, et derrière les quelques sceptiques qu'il y avait à l'intérieur ont été rapidement convertis, et du coup ça a assis d'autant plus l'autorité de Patrick Aymon devant ces gars, et là je pense qu'ils vont à la guerre pour lui tous les soirs, et ça se voit finalement dans les actes. Moi, ça me fait penser à un truc, c'est drôle. Peut-être que je suis faux, hein, mais on discute souvent comme ça avec des gens dans le milieu et on parle de la jeunesse d'une manière presque sociétale, dire comment on traite avec les jeunes maintenant, comment on leur parle. Les entraîneurs qui vont gueuler sur les joueurs comme on pouvait avoir à l'époque, tu gueules maintenant sur un jeune entre 18 et 22 ans, on va dire, mais même, je peux pas prendre une tranche d'âge spécifique, mais tu gueules sur un jeune, il va te faire ouais. Ça va entrer par une oreille, ça va sortir par l'autre. Peut-être que Patémon, le fait d'avoir été avec les juniors élites, il a un discours qui passe très très bien auprès des jeunes, qui savent ce qu'ils veulent, et ils savent ce qu'il attend d'eux, et ils ont du respect pour lui parce qu'il a fait. Et que finalement, les vétérans qui viennent, c'est un discours que tu dois avoir peut-être qui est différent, et que tu as peut-être moins besoin de les coacher, de les babysitter, puis tu dis, les gars, je vous laisse faire, vous savez faire. J'ai pas besoin de dire à Eric Fer ce qu'il doit faire. J'ai pas besoin de dire à Tom Ernest, fais comme ci, fais comme ça, et que finalement, eux-mêmes se sentent peut-être plus investis, et que c'est ça qui marche bien. Je dis pas que ça peut marcher dans tous les cas, mais d'avoir un entraîneur qui est comme ça, qui a travaillé avec les jeunes pour comprendre les jeunes, même s'il a un certain âge et que c'est pas un jeune entraîneur qui a la trentaine, par exemple, ça marche bien, je pense, ce fait-là. Ouais, complètement. Et
Le mix est bon. Maintenant, ça va vraiment être intéressant de voir comment Genève va terminer sa saison régulière. Est-ce qu'en gagnant ces 3 points à Fribourg, ils assurent leur top 4? Pas encore tout à fait, mais ils font un grand pas dans cette direction. Lausanne revient assez fort, quand même. Toi, tu disais, tu voyais ce Genève-Lausanne. Non, on le voit tellement, il est écrit, j'ai l'impression. Est-ce que, si on... Alors là, c'est de la pure... On va loin, hein, mais admettons, une série comme ça, tu donnes Genève qui a dominé Lausanne plus de fois qu'à son tour, là. Est-ce que tu te dis, c'est bon, là, Genève, ils battent Lausanne? Ou justement, tu te dis, play-off, ça devient difficile, on remet quand même pas mal à zéro. Si tu mets un fusil sur la tempe et je dois mettre 100 francs sur l'un des deux, déjà, j'essaie de m'en sortir et de pas mettre mes 100 francs. Mais si j'ai pas le choix, je pense que je les mets sur Genève dans la capacité à partir la tête la première sur les pucks, à partir à la guerre, je disais avant. Et je pense que pour cette raison-là, je mettrais Genève. Mais là, on se projette beaucoup trop. Oui. Mais on est tellement sûr qu'il y aura Lausanne-Genève au premier tour que c'est pas bête déjà y réfléchir. Mais vraiment, ce serait du 51-49, je pense. Mais moi, j'aimerais bien, peu importe si je la couvre ou non, mais j'aimerais bien que cette série ait lieu pour voir comment elle se dessine finalement, comment elle s'écrit. Et ça serait vraiment super. Encore une fois, transition géniale. Bravo, Greg. On parle de Lausanne. Avant de revenir sur l'aspect lausannois du match contre Genève et de la belle victoire contre Zurich, il y a une info. Ça tombe bien. C'est Greg qui la sort. Il y a une semaine à peu près. Ouais, jeudi dernier. Et là, on a la confirmation. C'est que Alexandre Grenier a signé au Lausanne Hockey Club. Lausanne Hockey Club l'a confirmé. Oui. Mardi, jour où on enregistre ce podcast, on le précise aussi. Iserlohn Rooster, si je dis pas de bêtises. Exact, les coqs d'Iserlohn. Voilà. Un joueur qui a un beau gabarit. Un grand et gros joueur capable de jouer centre et ailier. Probablement appelé à jouer centre à Lausanne, vu que Corey Merton s'est blessé jusqu'à la fin de saison, a été opéré au coude. 32 matchs, 23 points en DEL. Dit comme ça, c'est pas ultra sexy. Dernière saison AHL, 68 matchs, 27 points. Dit comme ça, c'est pas très sexy non plus. Mais je pense quand même que c'est une signature qui est hyper précieuse. Et Jan Alston cherche à partir à 5 étrangers pour les playoffs. Il l'a dit au mois d'avril 2018. Non, voilà, non, c'était dans la saison qu'il cherchait à partir à 5 étrangers. Mais du coup, pour les playoffs, il va vouloir partir à 5 étrangers. C'est une question de timing. Celui-là, on a l'impression que c'est le 4e, alors que moi, non, à mon avis, c'est le 5e qui vient d'être engagé, avant le 4e. Mais comme il y a eu la blessure... Peut-être que je me trompe, ouais. Mais moi je vois assez ça comme ça. Qui est le 5e étranger de Zug? C'est Andreas Martinsen, qui n'est pas beaucoup plus sexy qu'Alexandre Grenier. Non. Par contre, c'est aussi une sorte de grand déménageur qui peut, en play-off, faire énormément de bien devant le filet, aller mettre du trafic, aller gagner ses engagements, parce qu'il gagne ses engagements. Il a joué centre toute la saison à Iserlohn. Il peut jouer les deux positions, mais à Iserlohn, il a joué centre. Il peut faire énormément de bien à Lausanne. Et... c'est un profil qu'il n'y a pas, il me semble. Non. Et je pense vraiment ce côté présence physique, 5e étranger, moi en tout cas, j'ai accueilli cette nouvelle comme ça, c'est le 5e étranger de Lausanne. Et le 4e va arriver bientôt. Parce que voilà, peut-être que le profil était... Disons, les joueurs à disposition maintenant, c'était peut-être le meilleur pour remplir ce rôle de 5e étranger. Parce que voilà, il va pas demander grand-chose en venant ici. Est-ce que financièrement il est cher? Je suis pas persuadé. Par contre, si tu veux un ailier buteur, ce que cherche peut-être encore Jan Alston pour la fin de saison, ça viendra peut-être un poil plus tard, jusqu'au 15 février, encore un petit peu de temps. Mais là, moi je pense que c'est un bon apport, c'est un bon joueur de complément. Va pas falloir en attendre un Marc Arcobello parce qu'on va être déçu. Par contre, un grand joueur physique qui est capable justement de prendre de la place et de brasser, il va vraiment être bien. Moi j'en attends beaucoup, alors que sur le papier on n'a pas l'impression, mais moi je pense vraiment que c'est un bon apport. Là où Holm, j'étais peut-être un peu moins convaincu, et encore, il faudrait réécouter ce qu'on disait à l'époque, parce qu'avec le recul des fois on oublie, mais là je suis assez partisan de cette signature. Ce que j'ai apprécié, alors je veux pas que ce soit un peu le terme que je vais employer tout au long du podcast cette semaine, mais c'est parce que j'ai vu que Jan Alston a décrit et il a mis leadership. Et là aussi, de nouveau, alors est-ce que on nous le vend ça, mais je me dis quand même que avec ce que tu dis, avec son physique, avec le fait qu'on en attend peut-être pas beaucoup, mais dans le vestiaire, ça va être déjà
c'est un francophone, il arrive en territoire francophone, même si le vestiaire est quand même assez germanophone, ou en tout cas tout se fait en anglais, on est bien d'accord. Mais c'est aussi plus simple pour s'intégrer avec tout l'entourage du club et tout. Et le fait que ce profil-là n'existe pas forcément à Lausanne, ça peut être pas mal. Je me dis, au pire, ça marche pas, puis au mieux, ça fait une sorte de Maxime Lapierre light, peut-être. J'essaye de réfléchir un peu comparé à ce qu'on peut connaître. Et si t'as ça, on sait que les Canadiens, en général, dans le money time, ou en tout cas quand les playoffs arrivent, c'est là où ils aiment jouer au hockey sur glace. Et effectivement, je pense que le type va se bagarrer. Je crois qu'il a re-signé avec Iserlohn. J'allais le dire. En fait, il y a un truc qui est très rigolo. Donc, lundi 3 février, il prolonge à Iserlohn pour 1 année supplémentaire. Mais il y a des clauses. Mais clause libératoire pour la NHL et la Swiss Ice Hockey League. Et là, en cas de signature ailleurs, on dirait que c'est Chris Maxwell, le GM de Iserlohn, quoi. C'est le spécialiste pour faire ce genre de choses. Rappelons-nous juste de Garrett Rowe avait signé à Genève à un moment. On se rappelle de ça ? Il n'est pas passé longtemps à Genève. Hein. Non. Il a juste bu un café au Mandarin Oriental à 8 francs, puis il est reparti. Hein. J'allais dire, il était cher le café, si je me souviens bien. C'est pas anodin qu'Alexandre Grenier ait signé hier un contrat pour 1 année supplémentaire avant de venir en Suisse, au cas où ça se passe bien à Lausanne. Si ça se passe bien à Lausanne et qu'il veut rester, ça va ramener un petit peu d'argent dans les caisses des coqs d'Iserlohn. Intéressant timing de cette nouvelle, je trouve. Ouais, toi qui aimes bien relier les points, c'est le genre de petit truc qui te fait un peu frétiller la moustache que tu n'as pas. Hein. Exactement, que je n'aurai jamais, parce qu'il y a vouloir et pouvoir. Si on reparle des derniers matchs, alors Genève, on en a discuté quand même un petit peu, on va pas revenir sur les 11 shoots et 3 buts. Par contre le match contre Zurich, là, franchement, alors on va dire, oui, c'est un match référence, mais s'il n'est pas suivi par un autre match qui vaut la peine, ça restera un match référence perdu au milieu des autres. C'est un petit peu dommage, quoi. Comme le 2-1 contre Zug, comme le match du dimanche après-midi contre Lugano, où on en reparlera en se disant « Ouais, mais tu te souviens quand même ce match contre Zurich ? Il y a eu 2-3... » mais effectivement, là c'était solide. La veille, c'était dégueulasse. Donc c'est quand même compliqué d'avoir un avis définitif. Des fois... D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'à ce micro, on a rarement des avis péremptoires et définitifs, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de nuances dans le sport déjà en règle générale, mais occupons-nous nos fesses dans le hockey sur glace. Ça dépend tellement de certains petits détails, de petits ajustements, de forme du moment du jour que on va pas être péremptoire ni après le match, le mauvais match à Genève, victorieux, ni après l'excellent match qu'on dirait qu'on va pas être péremptoire. Par contre, le seul truc qui est régulier à Lausanne, et on en parlait pour Reto Berra avant, c'est Tobias Stephan. Ouais. Et tous les soirs, exactement comme Reto Berra, Tobias Stephan, il donne une chance d'aller chercher les 3 points. C'est un gardien qui est expérimenté. On n'a pas encore parlé de lui en play-off parce que ça va venir, on sait. Parce qu'on sait que Tobias Stephan est un gardien. À chaque play-off, on en parle, que c'est pas un gardien de play-off. Nous, on en parlait un petit peu moins parce que ça faisait un moment qu'il avait quitté la Suisse romande pour aller en Suisse alémanique. Maintenant, on va recommencer à en parler avec lui à chaque occasion. Mais aujourd'hui, au moment où on enregistre cet épisode, c'est 31 matchs, 1,99 buts encaissés par match, 93,23% d'arrêt. C'est le meilleur en termes de pourcentage d'arrêt et c'est le meilleur en termes de buts encaissés par match. Ouais. Rien que ça, je pense que tu peux partir assez sereinement dans tes playoffs et dans ta chasse pour la 4e place, vu que ça doit forcément encore être un petit peu dans un coin de la tête des Lausannois. Ouais, Stéphane, là, à Genève, c'était juste indécent. Il était excellent et en plus... T'avais l'impression que son but, il faisait 4 cm de moins de chaque côté, quoi. Complètement. Et puis lui, il faisait 4 cm de plus. C'était fou. Le PDO de Lausanne, ces derniers temps, là, j'ai envie de dire 10 matchs, mais je me demande s'ils ont déjà 10 matchs. Ils ont un shoot qui est à peu près, je crois, aux alentours de 8%, ce qui est correct. Mais ils ont un Tobias Stephan qui est à 96 ou quelque chose comme ça, donc... Ouais. Très légère surperformance à 104 et des brouettes de puck-luck, on va dire. Mais Stéphane est surtout capable de rééditer ça. C'est ça qui est dingue. Comme Jonas Siller, quand il est en feu, tu peux avoir des périodes où c'est toujours j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on utilise l'expression de Sébastien Caron à l'époque des ballons de plage, quoi. Quand il était à Fribourg puis qu'il sortait de tout contre Zurich ou Berne, c'est l'un ou l'autre. J'avais l'impression que le puck était gros comme un ballon de plage. Et là, on est en plein dedans. J'ai l'impression que Stéphane, il est vraiment, vraiment dominant. Je pense que cette saison, c'était une des questions aussi à Lausanne. C'est comment il va chaque fois prendre un petit peu d'âge d'année en année. Ils l'ont signé pour 3 ans. On disait 3 ans quand même. Hein, mais la première année, on n'avait aucune crainte en théorie parce que
il est dans la force de l'âge. Il est gardien. Il est gardien. En théorie, il n'y a pas de souci. En tout cas, là il rassure bien. Et puis, à un moment de rentrer en play-off, cette étiquette, je pense qu'il a qu'une envie, c'est qu'elle se décolle, quoi, d'enlever cette étiquette de gardien qui n'est pas dominant en play-off. Et il attend qu'une opportunité de devenir dominant en play-off. J'aimerais pas être l'équipe qui affronte Lausanne au premier tour quand même, parce que si Tobias Stephan a décidé d'être en feu, bonne chance. Voilà, on va après parler des derniers agents libres qui restent. Donc ça, je pense que ça intéressera pas mal de gens sur ce qui reste sur le mercato en fait. Mais avant de ça, on va quand même juste encore parler de Bienne, qui a perdu contre Langnau 2-0 et qui alors s'est repris en battant Lugano 5-3. Et sur les 5 buts, on peut dire qu'on a des leaders, même si Rantakari est un pigiste de luxe qui remplace Salmela. D'ailleurs, son contrat était censé aller jusqu'au 31 janvier, quelque chose comme ça. On n'a toujours pas de nouvelles, il me semble, de savoir s'il reste ou pas. 2 buts de Rayala. On va dire que c'est du traditionnel et c'est ce qu'on attend de lui. 2 buts de Brunner. Là aussi, finalement, c'est les buteurs qui se réveillent et le retour de Marc-Antoine. Ouais, alors je voulais dire, c'est du traditionnel, oui et non. Le dernier doublé de Rayala, il remonte au 5 janvier. Tu me diras, c'est pas un scandale. Oui, c'est un buteur, quoi. Évidemment, mais Rayala et Pouliot, on sait quand même que le fait que Pouliot se soit blessé, ça a aussi un petit peu impacté le rendement de Tony Rayala. Le fait que dès le premier match où il revient, Pouliot, il met 3 points, 2 buts, 1 assist. C'est un signal qui est assez intéressant pour la suite. Et ce qui est aussi d'autant plus intéressant, c'est que le retour de Pouliot permet de faire glisser Ulström au deuxième centre à la place de Nussbaumer. Ce qui permet de mettre Nussbaumer sur une des ailes, ce qui est peut-être plus simple pour lui avec Ria. Et du coup, tu as 2 premières lignes, Fuchs sur l'aile de la première ligne aussi. Après, tu as Brunner, Kunti, Künzler en 3e ligne. Donc là, ça, on a l'impression qu'il ne veut pas la toucher, celle-là. Hein. Mais on a vraiment offensivement, tu parlais d'un top 9 avant. Ouais. Là, on y est complètement. Oui. Et après, ta 4e ligne, c'est Kohler, Neuenschwander, Chantré qui va très bien. Le puzzle offensif, pour moi, il est vraiment intéressant actuellement. Justement, avec cette pièce Pouliot qui manquait finalement dans l'alignement auparavant. Et je pense qu'offensivement, ça va vraiment, vraiment aider. Bien se fait blanchir 2 fois juste avant. Alors tu me diras, marquer des buts, c'était jamais un problème récemment. Hein. C'était plutôt l'autre côté que ça se passait, les problèmes. Mais quand même, le fait que Pouliot soit là, ça va mettre un bon boost offensif. Ils ont un powerplay de feu. Alors, tu ne me diras pas quand ils se font blanchir, mais à part ça, je crois qu'ils ont un powerplay qui marche assez bien, ce qui n'était pas forcément... Bon, on a parlé de Lausanne avant, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la délivrance des 2 goals de Yannick Herran, mais alors à Bienne, il n'y a jamais eu trop de soucis. C'est vrai qu'ils ont des armes, ça a toujours pas mal tourné. Au passage, quand tu mets des joueurs comme Herran sur le powerplay, ça marche. Je comprends pas, je comprends pas en fait qu'il y ait été si peu ces derniers temps. Mais ça a rien à voir, mais... des joueurs comme ça, ils marchent, quoi. Et Brunner sur le powerplay, normalement, on sait aussi que ça marche pas mal. J'avais été un peu... C'est pas forcément critique, mais c'était un constat qu'il avait... Quand il était revenu, il avait été flamboyant, et puis après, il avait connu une période de creux. Puis que là, tout d'un coup, il ressort. Je pense que si on parle en termes de duo, je disais, Tormenon ne veut pas changer sa ligne. Je pense que Kunti Brunner, Künzle vient en 3. Je pense qu'il pense d'abord à comment associer en fait Kunti Brunner. Il aime bien. Ma foi, Nussbaumer, on parlait de Gideon Kohler aussi. Comme c'est des jeunes, tu peux te dire, bon, on essaye de les mettre en valeur. Et peut-être qu'on sait que d'être centre, c'est potentiellement la position naturelle de Nussbaumer. Mais tu le dis aussi, jeune, il revient de la Québec Junior Major Hockey League. Tout d'un coup, tu reviens, tu joues contre des adultes. Oui, il a été pas mal. Il a fait un très joli assist dernièrement, mais c'est peut-être aussi compliqué. Surtout que les matchs, on est au mois de janvier-février. C'est là qu'on sait que ça devient de plus en plus comme des matchs de play-off. On avait donné l'exemple de Benjamin Baumgartner en début de saison à Davos, où ils ont d'abord commencé par le mettre sur l'aile pour l'acclimater, pour qu'il se fasse à la vitesse du jeu. Puis une fois que tu es bon sur l'aile, ok, on te donne plus de responsabilités, puis on te met à ta position. Je reviens sur Brunner, 2 buts, effectivement. Il a eu une période de show là où il met 10 points en 9 matchs. Entre le 2 janvier et le 24 janvier, il fait vraiment un mois de janvier fantastique. Derrière, les 2 matchs où ils se font blanchir, lui aussi s'est fait blanchir. Tu me diras, c'est assez logique. Ça continue d'être une belle saison pour Damien Brunner. Finalement, il a 18 matchs, 14 points, 7 buts, 7 passes. Et quand tu te dis que c'est ton ailier de 3e ligne, tu es dans une bonne position pour enchaîner pour
voir venir la fin de saison, quoi. Ouais, parce que la fin de saison, maintenant, on a un peu l'impression que, il me semble qu'on l'a dit, les playoffs pour Bienne, Oui. c'est pas... ok, mathématiquement, c'est pas fait, mais on ne voit pas comment Bienne ne pourrait pas être en playoff. Moi, je pense que, comme on l'a déjà dit, c'est 68 points, je pense, les playoffs. Ça va se jouer par là autour environ. Bien est à 65 avec 7 matchs. Donc, sauf s'ils décident de perdre les 7 derniers matchs de la saison. Et encore, suivant comment ça se passe derrière, parce que tout le monde va se bouffer des points, ça pourrait presque même suffire. Donc oui, là, je vois pas comment. Comme ce serait, franchement, à part ça, ce serait presque un sketch enfin, moi, ça me serait déçu de pas avoir Bienne en playoff avec le jeu qui montre. Parce qu'il y a un moment, c'est pour voir, déjà qu'on sait que les playoffs, des fois, c'est un peu plus tendu, puis qu'on a moins de hockey forcément champagne, en tout cas c'est plus compliqué, les défenses sorcières, ils prennent moins de risques. Bienne, c'est quand même sympa ces derniers temps en playoff, ça a amené quelque chose un vent de fraîcheur. Moi, j'aimerais bien les voir en playoff, quoi. Ouais, après, s'ils arrivent un petit peu à resserrer les boulons derrière, parce que ce qui est quand même incroyable, c'est qu'ils ont pris 124 buts en 43 matchs, donc un poil moins de 3 par match. Mais sur ces 124 buts, il y en a plus de 45, sauf erreur, qui viennent en 10 matchs. Là où il y a eu ce moment où ça prenait l'eau de toutes parts. Mais avec ça, Bienne, c'est l'avant-dernière défense de la Ligue à égalité avec Berne. Et il y a juste Rapperswil qui fait pire défensivement. Alors qu'il me semblait que dans l'histoire ou dans la rhétorique autour de Bienne en début de saison, c'était à quel point ils sont solides derrière. Mm-hmm. Et là, ça a pris l'eau, mais comme on l'a dit, je pense pas au pire des moments dans une saison. Si tu dois prendre l'eau à un moment, autant que ça se passe entre décembre et janvier. Tu resserres un peu les boulons au moment, tu as du temps pour travailler avant d'arriver en play-off et d'être solide à ce moment-là. Et comme on disait avant avec Lausanne, je pense que se prendre bien au premier tour, c'est pas un cadeau non plus, justement, parce qu'offensivement, ça peut vraiment être compliqué tous les soirs. Un Rayala à tenir tous les soirs sur une série de 7 matchs, bon courage. Hilaire, on en parlait avec Stéphane, c'est du même acabit, ça peut vraiment il peut te sauver, te voler une série carrément. Non, mais vraiment les playoffs cette année ils risquent d'être chouettes à suivre à mon avis, je me réjouis. Dernier thème qu'on aborde, faut avouer que c'est moi qui ai un peu poussé au cul. Greg a dit oui, pas de souci, mais c'est moi qui adore parler des joueurs qui restent sur le mercato. Moi, ça m'a toujours fasciné. Mais là, c'est la fin du marché. Il y a tout le monde qui est déjà en train de plier le stand. Donc, là, on a l'impression que c'est un supermarché en Pologne dans les années 90. Là, ils ont plié les stands. Il reste 2 vieilles salades. Mais... non, c'est pas vrai. Alors, c'est pas sympa. Non, c'est pas vrai en plus. 2 vieilles salades. On a fini avec Bienne. On va recommencer avec Bienne. Ça permet de faire un peu une transition. Les Biennois peuvent continuer à écouter parce que je pense que 2 des agents libres, parce qu'ils ont toujours pas signé jusqu'à preuve du contraire, c'est Marc-Antoine Pouliot et Damien Ria. Damien Ria, on s'attendait à ce que c'était un des gros noms sur le marché. On avait identifié avec Anderson et d'autres. Il y avait Arcobello aussi. Damien Ria toujours sur le marché. Damien Ria qui appartient aux Washington Capitals. Est-ce que Damien Ria va rester à Bienne? Est-ce que Damien Ria va traverser l'Atlantique? Est-ce que Damien Ria a signé à Lausanne, puisque on sait que Lausanne n'annonce pas les transferts? Je sais pas, c'est vraiment simple. Moi, je savais que son agent me disait que ça allait se régler tard, le cas Damien Ria, sans être plus précis. En tout cas, le fait est qu'il a marqué 17 points en 29 matchs dans une saison compliquée pour lui, avec des blessures, avec un retour qui s'est mal passé. Donc, c'est une assez bonne saison pour Damien Ria. Son record, c'est 25 points dans la Ligue. Il est déjà à 17 en seulement 29 matchs. Donc, puis je pense que si on prend sur une tranche plus ramassée et sur les derniers matchs, il doit même être plus haut. Oui. Et lui, il est clairement intéressant sur le marché. Maintenant, il y a eu 2 fois la rumeur qui est ressortie comme quoi il pourrait être allé en KHL ou en Suède. Et j'avoue être un petit peu surpris par avoir entendu ces bruits-là. Moi, je pense que lui, il est pas mal dans l'organisation. Il est bien il est bien évalué, bien évalué par les Capitals. Il a fait un très bon camp de préparation la saison dernière, en 2019. Donc, je pense que cette option-là, elle existe vraiment. Et au bout d'un moment, il va pas avoir, de toute façon, il n'y aura pas un one-way dans les fêtes, mais il va pas avoir directement sa chance en NHL. Donc, passer par la AHL, il va devoir le faire. Et quand tu vois que Siegenthaler est passé par là et a gravi les échelons depuis la AHL dans cette organisation-là et arrivé à s'établir en NHL, ça doit quand même donner envie de se dire, pourquoi pas moi finalement?
Aussi en se disant, bah justement, on parlait de top 12. Maintenant, ils ont besoin de joueurs avec des skills sur les 3e et 4e trios. Finalement, ok, c'est bien, Ria, on aimerait bien qu'il ait du temps au powerplay, mais faut pas non plus déconner complètement. Enfin, on connaît un peu le powerplay des Washington Capitals. Ce serait illusoire et complètement abruti de notre part de dire, oh non, on verrait bien Damien Ria avoir une place. Qui prennent la place de ce 8, 8 là. Ouais, Ovechkin, il est moyen sur le powerplay, je pense que Ria, il serait meilleur. Même sur la 2e vague. Enfin, je veux dire, il faut pas non plus être complètement débile, mais par contre, en voyant un Gaëtan Haas jouer une 10-12 minutes, peut-être qu'il pourrait avoir un peu ce style-là sur une 4e ligne et arriver de temps en temps à marquer des buts. Est-ce que son jeu défensif est assez bon pour de la NHL ? Tu parlais de la case AHL. C'est évident que je pense que même Gaëtan s'est passé un tout petit peu à Bakersfield durant le début de saison. C'était un tout petit peu, il a les 2 matchs, mais si ça s'était mal passé là-bas, qui te dit qu'il l'aurait pas... Il est de 92 aussi, hein. Il a plus d'expérience. Exactement, mais qui te dit qu'il l'aurait pas laissé à Bakersfield si ça se passait pas bien ? Complètement. Non, ça se passait très bien. Par contre, effectivement, Damien Ria, il est de 96, je pense. Ben, on prend le numéro du maillot et on se dit que c'est son année de naissance, mais peut-être des fois c'est faux. Hein. Il a le 9, hein, Ria, je crois. À Genève, il a pas 96 ? C'est pas Rod qui a le 96 ? À 97. Il est 97, Damien Ria. Voilà. Mes excuses. D'autant plus jeune, il a une chance de jouer en AHL clairement sur un top 6. Puis comme tu dis très justement, Gaëtan Haas joue centre de 3-4e ligne suivant les soirs, mais souvent 4e ligne quand même. Et ce top 12 est important. Et un Damien Ria qui peut planter ses 15 et 17 buts sur une saison de Liga, un profil intéressant. Le fait que Kubalik soit à ce point dominant en venant directement de National League, lui il est à Chicago, c'est un petit plus. Alors oui, je ne suis pas en train de dire que Damien Ria est aussi fort que Dominique Kubalik, ce n'est pas le cas. Par contre, ça peut enlever un peu de crainte à certains GM de dire ouais, mais quand même la transition elle est peut-être pas évidente, maintenant elle est faisable et ça peut vraiment plaider pour Damien Ria. Après s'il reste en Suisse, je me fais pas de soucis, il va signer un contrat juteux quelque part. Marc-Antoine Pouliot, tu avais l'air de te dire, il me semble, si je trahis pas soit tes propos, soit tes pensées, que ça sentait quand même un peu le bien. Le contrat d'1 an à Bienne, moi je le vois clairement comme ça. On sait que Bienne, lorsqu'ils avaient signé Ugly, ils ont attendu qu'il revienne de blessure pour annoncer la prolongation de contrat de Ugly, qui était d'ailleurs un très bon move. Du coup, Pouliot, il vient de rentrer de blessure. Là, peut-être que les gens des bureaux ils sont un petit peu en vacances. Et puis, si ça se trouve, jeudi, on reçoit un communiqué nous disant que Pouliot a prolongé. Je ne sais pas. Hein, ouais. je spécule complètement sur le timing des annonces biennoises. Mais ce ne serait pas complètement surprenant. Moi, je le vois bien rester une saison là-bas. Ouais. Et après, espérer avoir son contrat, son passeport suisse, son passeport suisse, et du coup re-signer peut-être à de meilleures conditions, aller voir ailleurs, rester à Bienne. Mais toujours est-il que moi, je le vois bien rester à Bienne sans avoir l'info comme quoi il a prolongé. C'est assez difficile d'identifier. Ce qui reste, là, visiblement, il y a un tweet de Marc-André Berset qui fait état d'un intérêt marqué de Lausanne pour Mauro Jörg. Oh non, il dit qu'il a signé. Donc c'est plus son info, c'est rejoindre Lausanne la saison prochaine. C'est quoi, c'est 15 buts, 20 assists, Mauro Jörg, c'est ça, hein, cette saison. Ah non, je crois que c'est plutôt 3-4 points. Ouais, un but, 3 assists à Lugano. Joueur de complément. Je crois qu'on est bien d'accord. Hein. En fait, là où j'aime bien cette nouvelle, c'est qu'on a suffisamment reproché à Lausanne de ne pas avoir de joueurs de rôle qui sont là et qui connaissent leur rôle. Et là où on dit Genève fait tout juste, Lausanne fait tout faux, on ne le dit pas. Hein. Mais Genève fait tout juste parce que justement, chacun sait pourquoi il est dans cette équipe. Je peux imaginer qu'au moment de signer à Lausanne, Mauro Jörg, il sait pourquoi il a signé et ce pourquoi il sera là. Et peut-être c'est bien justement d'avoir ce joueur-là qui va être capable d'amener une sorte de profondeur supplémentaire. Si c'est ton ailier de 4e ligne capable de jouer en 3, c'est pas mal. Ouais, c'est pas clinquant, en tout cas, ça c'est clair. Si on prend froidement les statistiques. Mais on sait qu'une équipe ne se construit pas avec que des types qui marquent 15 points par saison. C'est exactement ça. Et un GM me disait c'est bien joli si tu as 2 joueurs qui ont exactement le même profil, tu fais quoi? C'est comme un puzzle. Tu fais quoi? Tu mets les 2 pièces l'une sur l'autre? Ben non, en fait, tu es embêté parce que les deux, elles te servent. Il y en a une des deux qui va te servir à rien. Et là, en l'occurrence, Mauro Jörg, moi, le seul petit bémol que je pourrais voir, c'est qu'il a déjà 30 ans.
il aura 30 ans quand il débarquera à Lausanne. C'est un joueur physique, c'est un joueur qui a un bon patinage. Est-ce que cette saison à seulement 4 points est liée à uniquement son rôle à Lugano, ou est-ce qu'il va un poil moins vite que par le passé? Je ne sais pas. C'est quand même un joueur qui avait 29 points en 2015-2016 à Davos. Mine de rien, c'était pas mal. 14, 16, 15 sur les 3 dernières années. 2 à Davos, 1 à Lugano. Puis il y a vraiment cette année où... Ouais, donc c'est aussi bon. On va dire d'un point de vue positif, par contre, c'est qu'il a joué quasi tous les matchs avec Lugano, alors que par le passé, il a des saisons à 36 matchs, à 32 matchs. Là, c'est bien. Donc physiquement, il a l'air d'être là. En tout cas, il est là physiquement. Enfin, il est présent. Maintenant, est-ce qu'il a encore le coup de patin qui faisait qu'à une époque, il était vraiment bon à Davos à près de 30 points? Je ne sais pas. Mais ça prouve aussi que le marché, là, il commence à être bien sec. D'ailleurs, il était champion avec Davos en 2015. Oui. Sur le marché, je sais pas si je peux lister les joueurs, mais parce qu'il y a Kovar, par exemple, qui est... Ouais, mais les étrangers, pour moi, c'est ça. C'est pas... Mais j'ai vu que Ben Maxwell, mine de rien, avait de l'intérêt de club en National League. Parce que c'est un joueur d'un club de bas de tableau. Exactement. Kovar, c'est un étranger du leader, donc top 2. Ouais. Donc, pour moi, les étrangers, c'est pas un sujet. Des Gracie, par exemple, Gracie-Bibert, on a vu que Berne avait tenté. Ça n'a pas été forcément... Non, alors ça, on en a suffisamment parlé durant les playoffs l'année passée. Avec le fameux truc de Sandro Brugger. Sandro Brugger a dû venir jouer et est venu gagner une bague, entre guillemets, si on était en NHL. Ouais. Gracie-Bibert, voilà, on en est là. À part ça, au stade, ça c'est vraiment le marché. C'est la fin du marché, là. On plie les étals et puis on remballe les salades, quoi. Est-ce qu'en Amérique du Nord aussi, pourrait y avoir... des retours? Je me pose toujours la question de Calvin Turcoff. Ouais. Là, on parlait de relier des points et tous les points mènent quelque part. Là, ça mène tellement à Zug. Mais après, c'est un joueur qui a 22 ans. Il a un gros gabarit. Il a un demi-point par match en AHL. Est-ce qu'il va vraiment vouloir s'entêter là-bas? Je sais pas. En même temps... Ouais, parce que j'ai l'impression qu'en plus, Columbus, pour dire qu'il fait partie de l'organisation de Columbus, c'est pas comme s'il avait eu sa chance... comme d'autres, hein. Non. Koukan a eu sa chance et tout, puis il a gratté pour y arriver. Turcoff, maintenant, ça devient un peu... t'as un peu l'impression qu'ils ont oublié son numéro complètement à Columbus. Après, tu sais jamais, ça peut tellement vite changer. Il suffit d'un transfert. Alors, on tenait à la même théorie pour Vincent Praplan quand il était transféré en Floride depuis San José. Puis 3 mois plus tard, il signait à Berne. Donc, mais les joueurs d'Amérique du Nord, moi, Turcoff, je le verrais bien revenir à un moment ou un autre. Oui. Kourachev, tu te poses aussi la question, mais il a encore un contrat à Chicago en théorie, jusqu'en 22. Puis lui, je l'aurais bien vu arriver à Davos, parce que il fait partie du pool, Volvend, il le connaît. Enfin, je trouve que alors là, les points mènent tout moins à Davos avec Rafa Hiner et compagnie. Et c'est sa première saison à AHL. Lui, il est plus jeune, donc je pense que lui va rester. Après, Yannick Weber, sa situation, elle est tellement bizarre que de temps en temps, des fois, il joue 22 minutes, puis après, il est en tribune. Pour moi, Turcoff, c'est peut-être le plus intéressant dans les joueurs, dans les éventuels retours. Et puis, je dirais encore un joueur où on peut peut-être avoir on peut parler de lui, c'est Aurélien Marty, que toi tu annonces, il y a déjà vraiment un bon moment. Hein. Ah bah si ça se confirme, tout le monde va dire « Ouh là là, Marty a signé à Lugano ». Parce qu'on oublie complètement que... Il me semble que je l'ai écrit en novembre, ça. Je commence à me demander si j'ai eu raison ce jour-là, je sais pas. J'ai écrit que... Et en général... tu me connais assez à force, je fais tellement gaffe à pas écrire de conneries. Ça arrive, hein, on fait tous des erreurs, il y en a eu. Mais là, je crois pas. Là, je pense pas avoir écrit une connerie, mais toujours est-il que ça a toujours pas été confirmé, Aurélien Marty à Lugano. À voir. Sven Berchi, tiens, au passage. Oui. Lui pourrait être de retour en Suisse à un moment ou un autre. Mais il a encore son contrat, quoi. Et puis, il a plus d'1 point par match en AHL quand même. Il a une expérience en NHL aussi, donc là aussi. Et il a que 27 ans. Donc, ouais, ça fait peur, un coup de vieux de se dire qu'on regardait la draft de Berchi ensemble quand lui avait 18 ans. Oui. C'est dire, il a déjà 27 ans en fait. Mais, bref, là on fait des vieux cons. Mais toujours est-il que le marché là il devient compliqué. Et le fait de signer Mauro Jörg, c'est pas un mauvais move dans le sens où il y a pas. Qu'est-ce qu'il y a de mieux sur le marché actuellement? Donc pourquoi pas après voir à quel prix, mais c'est toujours la même chose. C'est pas nous qui payons. Donc si l'argent est à disposition. Mais ce qui est intéressant, serait de savoir le timing, parce que comme Lausanne ne n'annonce pas, oui. Peut-être qu'il était signé au mois de novembre à ce moment-là, et ça veut dire qu'il y a vraiment eu un scouting pour dire qu'on veut prendre Mauro Jörg à ce moment-là. C'est clair que si ça sort maintenant, on a l'impression que tu viens après tout le monde, puis tu prends ce qui reste
qui est peut-être pas le cas. Ouais, complètement. Mais ça, on le saura malheureusement pas. Donc, à voir. Il y a aussi Denis Malguin qu'il faudra suivre d'un coin de l'œil. Il y a des sujets intéressants, mais je vois pas ces joueurs revenir tout de suite quand même. Il y a plus d'argent à se faire là-bas potentiellement. Et tu sais que quand tu reviens en Suisse, le fameux coup du oui, je reviens, je fais un pas en arrière pour mieux sauter. Tant qu'on n'a pas des exemples autres que ressortir Mark Streit du formol, moi je vois pas quoi. Donc il y en a pas, on est d'accord. Oui. Donc les Vermin, Richard, Berchi qui sont tous revenus pour oui, mais je viens faire 1 ou 2 bonnes saisons ici puis je repars. Ben ils ont là-bas ils ont oublié leur numéro quoi. Eh ben on est au bout. Une demi-heure de HCA Joie et de tout ce qui découle de cette finale de coupe. Ça bouscule un peu nos habitudes, c'est assez chouette. Mais c'est bien. Pause de l'équipe nationale si on veut bien, parce que match dès samedi, un Lausanne-Fribourg qui va valoir très 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 cher. Malheureusement, je serai pas au match. J'ai demandé congé ce jour-là, ça arrive. On suivra ça, on le regardera le lendemain en replay quand même, quoi qu'il arrive. D'ici là, profitez de ces quelques jours sans match quand même et posez-nous toutes vos questions sur les différents réseaux sociaux dont vous avez l'habitude. Nous écouter, comme d'habitude, on est sur Spotify, Apple Podcast et SoundCloud si besoin. Puis d'ici là, profitez bien de ces quelques jours et de la neige qui arrive. À bientôt.